Bonjour, bon matin à tous. Ici Marie-Josée Fortin, directrice des programmes de partenariats internationaux pour l'Afrique francophone, lusophone et Amérique latine. Je suis en compagnie de Lina Amaya, qui est agente principale de programme pour le programme de l'Alliance du Pacifique. Bonjour. Et on va avoir aussi notre collègue Philippe Mpec du Cégep de Trois-Rivières qui va participer au webinaire sur l'internationalisation éducation pour l'emploi 101. Alors, je pense qu'en ligne, il y a Catherine du Cégep. Catherine, c'est de Édouard Montpetit, Marie-Claire de Limoilou, puis on a Lisa du Vieux-Montréal. Alors, on est vraiment un petit groupe. Donc, on va vous faire la présentation, mais en même temps, je vous invite, vu qu'on est un petit groupe, peut-être à avoir des échanges. Si vous avez besoin d'éclaircissement, on est là pour répondre à vos questions. Alors, ils peuvent demander la parole au besoin. Bruce, qui est de notre département du service aux membres, qui nous appuie, ainsi que Pat. Alors, bon matin à tout le monde. On va commencer. On ne peut pas voir le monde, hein? Non. Alors, pour l'agenda, on a pensé de faire un peu un historique, surtout pour les nouvelles personnes qui commencent dans les projets. C'est bon de savoir comment ça a commencé, l'historique, pourquoi on est arrivé au programme EPE. On va parler juste faire un survol des priorités du gouvernement du Canada parce que la majorité, presque la totalité de nos programmes sont financés par Affaires mondiales Canada. On va parler des programmes EPE, des étapes et processus pour l'obtention d'un projet EPE et comment nous, on fonctionne aussi. Pourquoi investir dans des projets de développement et de coopération et comment on les met en œuvre, la mise en œuvre. Philippe va parler à ce moment-là, après de son expérience. Philippe fait de l'international depuis très longtemps. Il a commencé très, très, très jeune. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Philippe. Alors, Philippe qui possiblement est vers une retraite anticipée très jeune, va pouvoir partager ses secrets parce qu'il en a gagné plusieurs. Il a fait plusieurs types de programmes. Alors, il va se faire un plaisir de partager quelques recettes de succès. Et on va parler de la valeur ajoutée de SIACAN et quelques conseils, puis questions-réponses. Mais comme on est un petit groupe, moi, je suis ouverte. Si vous avez des questions, arrêtez-nous, puis on va y répondre. Quand on a 35-40 personnes, c'est plus difficile de faire ça, mais là, on peut se le permettre. Alors, une petite question, Marie-Josée, je viens de me connecter. Il y a combien de personnes là? On en a, à part toi, on a 3 personnes. 4 personnes. Okay. Oh, il y a une personne qui s'est ajoutée. Dominique Roberge. Dominique Roberge. Et Dominique Roberge est de quel cégep, quel collège? Ah, je peux vérifier si va être rapide. Je suis en train de vérifier notre système ici. Je te laisserai savoir. OK. Est-ce qu'elle peut parler? Dominique? Je vais passer à la présence. OK. Bon, on va commencer. Alors, si on revient à l'historique, pardon? Dominique nous dit, elle n'a pas de micro, mais elle est à Édouard Montpetit. Édouard Montpetit aussi. Bon, alors, on a le privilège d'avoir 2 personnes d'Édouard Montpetit. Si on parle au niveau de l'historique, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 40 ans que SIACAN, à l'époque, la CCC, travaille avec, à l'époque, avec l'ACDI, puis après avec Affaires mondiales,
sur des projets de coopération de développement. Mais au début, juste pour vous donner une idée, quand à l'époque c'était la CCC, avait été demandé pour représenter l'ensemble des collèges. Parce que c'est sûr qu'ils ne voulaient pas avoir tous les collèges qui cognaient à leur porte, toutes les universités, tout le monde, ça faisait beaucoup, surtout qui commençaient, mais ils réalisaient l'importance pour que les universités et les collèges s'internationalisent. À l'époque, on parlait vraiment d'internationalisation, parce qu'au début, quand ça a commencé, c'était plus pour internationaliser les curriculums dans nos collèges. Alors, c'était même pas pour faire de la vente ou de la représentation du transfert d'expertise canadienne. Alors, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu plusieurs projets comme des programmes PPCC. On en a eu pendant une dizaine d'années le PPCC, qui était le programme de partenariat des collèges canadiens, qui permettait aux collèges de répondre à des appels de proposition et faire des projets avec des partenaires qu'ils trouvaient dans tous les pays. C'était tous les pays admissibles à l'aide publique au développement c'était possible d'avoir des projets dans ces pays-là. À un moment donné, dans les débuts des années 2000, l'ACDI, à l'époque, a dit, ben là, on peut plus faire ça. Vos collèges ont transféré leur expertise, ils ont l'expertise à l'interne. Il faut passer à une autre étape. On peut plus financer des PPCC. Alors, on avait fait des forums dans quelques régions du monde, dont le Sénégal, où on avait eu beaucoup de projets. La Tanzanie, on avait fait un en Amérique latine, puis un au Vietnam. Puis on avait réuni tous les anciens partenaires des 20 dernières années, puis on avait dit, on va tirer les leçons apprises des anciens programmes, dont PPCC, qui a fonctionné très longtemps, et comment on peut créer un nouveau programme qui va correspondre aux besoins des partenaires, qui va correspondre aussi aux tendances internationales. À l'époque, c'était la Déclaration de Paris, comment on peut mettre le partenaire plus dans le siège du conducteur. Alors, quand on a tiré les leçons, puis aussi l'évaluation du PPCC, c'est qu'on avait beaucoup de succès au niveau institutionnel, mais on n'avait pas d'impact au niveau du pays. Alors, c'est de là qu'a été créée l'approche EPE. L'approche EPE, c'est une approche systémique. Alors, on travaille au niveau ministériel, au niveau institutionnel, au niveau de la communauté. Alors, un peu comme vous faites, donc au niveau communauté puis institutionnel, mais on a ajouté la partie ministérielle. Juste pour vous donner un exemple, vous êtes tous dans le milieu de l'éducation. Si on prend le Sénégal, on faisait un programme selon l'approche par compétence chez notre partenaire en mécanique, mais qu'au ministère, ils utilisent encore les anciens systèmes d'évaluation, le système français. Alors, à un moment donné, ton système, ton approche par compétence, il vient qu'à mourir parce que les évaluations ministérielles sont pas faites en fonction de l'approche par compétence. Alors, de là, l'importance de vraiment avoir une approche systémique et d'avoir plus d'impact, d'être plus vu dans le pays. Puis l'autre chose aussi, c'est travailler plus de façon cohérente tous les collèges qui travaillent dans le même pays. Parce qu'il y avait plusieurs projets, exemple au Sénégal, mais personne ne savait qui travaillait au Sénégal. Alors, c'était un peu la raison pourquoi on est arrivé à l'approche éducation pour l'emploi.
D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a un petit livre qui a été fait sur les 40 ans de l'histoire, puis sur le début de l'éducation pour l'emploi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Bien tapé. OK. Les priorités, juste rapidement, les priorités d'affaires mondiales actuellement, parce que c'est sûr que nos programmes, le développement de nos programmes EPE sont faits en fonction des priorités du pays partenaire, mais aussi, pour qu'ils soient approuvés, ils sont faits en fonction des priorités de notre propre gouvernement. Comme les dernières années, vous avez vu, les projets qu'on avait, EPE, étaient souvent reliés au secteur extractif, au secteur pétrole, il y avait la géomatique. Alors, c'était vraiment avec les tendances du gouvernement Harper. Aujourd'hui, les nouveaux programmes qui sont approuvés, ils sont vraiment en lien avec les priorités de l'AMC, qui est la promotion de la politique étrangère féministe du Canada. Alors, on travaille plus, faut travailler davantage sur les femmes et les filles, accompagner les femmes et les filles. Et ça, c'est si on n'a pas ça, on n'en a pas de projet. Et de mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, c'est vraiment les priorités de AMC. Vraiment, les filles, les femmes, vous allez voir, je vais en parler un peu plus tard, les nouveaux programmes sont axés sur ça. Les grandes tendances et priorités, je l'ai mentionné, si on regarde même au niveau des grands bailleurs de fonds, au niveau de l'UNESCO, des Nations Unies, les grandes tendances, le développement du capital humain, c'est un grand défi, surtout en Afrique, c'est la priorité, exemple, de la Banque africaine de développement. Une meilleure adéquation éducation-emploi, on l'entend partout. L'entrepreneurship est une compétence de plus en plus recherchée, bien entendu pour notre gouvernement, mais pour d'autres gouvernements, les femmes et les filles, et l'environnement, le développement durable, ou en anglais, ce qu'on appelle souvent le greening TVET. Alors, je vous ai mis, puis ça, on peut vous le partager aussi. Est-ce qu'ils vont avoir copie de la présentation? Oui. Alors, vous partagez, quand on regarde l'approche EPE, on prend les 17 objectifs de développement durable, on les a placés vraiment, on touche, la base, c'est vraiment l'éducation, mais on touche indirectement les autres 16 objectifs de développement durable. Alors, on va aller dans le vif du sujet, les programmes EPE. Actuellement, on a, pour l'Afrique, on a un programme EPE au Mozambique, on en a un en Tanzanie, on en a un au Sénégal, puis un au Kenya. Tanzanie, ça se termine l'année prochaine, en 2020, 31 mars 2020. Mozambique aussi, alors c'est sur sa fin. Fait qu'il n'y aura pas d'appel de proposition pour des nouveaux projets. Le Sénégal, ça se termine en 2021. Et le Kenya aussi. Alors, pour le Sénégal, parce qu'on est en français, les autres, Mozambique, c'est plus des collèges francophones qui y travaillent, mais il faut travailler en portugais. Tanzanie, Kenya, bien entendu, en anglais, mais Limoilou travaille, je crois que c'est en Tanzanie ou au Kenya. Marie-Claire pourrait nous confirmer, un des deux. Donc, c'est pas parce que les programmes sont en anglais que les collèges francophones ne peuvent pas, Tanzanie, ne peuvent pas travailler en anglais. Alors, ça, il n'y a aucun problème. Pour le Sénégal, il va y avoir encore des appels, mais plus d'appui au ministère. Il n'y a plus de partenariat institutionnel. Ça, sont déjà toutes bouclés.
mais il va y avoir des appels pour que les collèges puissent accompagner le ministère sur différents dossiers. Si on tombe à la prochaine, il y a les Amériques. CARICOM, il est terminé. On devrait commencer sous peu un nouveau programme, SAGE, pour les Caraïbes, mais c'est pas encore finalisé, c'est encore dans les négociations, les dernières négociations avant la signature officielle. Pour l'Amérique latine, bien entendu, on a l'EPE de l'Alliance du Pacifique, puis Lina va en parler un peu plus tard. Alors, j'ai mis cette diapo-là parce que c'est important de présenter, surtout que vous êtes tous du Québec. Le Québec, pour tous les projets, que ce soit anglophones, francophones, tous les EPE confondus, détient 46% de tous les projets EPE. C'est quand même beaucoup si on regarde sur 13 provinces et territoires. C'est vraiment une compétence motrice qui se distingue au Québec pour le développement de projets et l'accompagnement de ce type de programme-là. C'est sûr, il y a certaines provinces qui en font moins, ils font plus du recrutement, ça dépend des tendances, mais vraiment le Québec se démarque au niveau des projets. Alors, on va passer un peu plus dans le contenu du développement des EPE, puis comment vous pouvez y participer. Puis, c'est important, si vous avez des questions, je le répète encore, n'hésitez pas à l'écrire. Toutes les questions sont bonnes, puis on est là justement pour vous appuyer. Je sais que c'est pas facile de commencer quand on est nouveau ou quand notre collège n'en a pas fait beaucoup, d'intégrer les projets, on se dit, mais ça a l'air d'une grosse bébite, compliquée. On est là pour vous accompagner, puis on va répondre à vos questions. Alors, Lina, je te cède la parole. Merci Marie-Josée, bonjour à tous et à toutes. Je suis Lina Maria Maya, je suis agent de projet et pour le moment je travaille dans les projets de l'éducation pour l'emploi pour l'Alliance du Pacifique. Ok, donc nous voulions vous expliquer un peu les étapes et processus du projet EPE pour SICAN. Alors, Marie-Josée vous a expliqué les priorités à AMC, l'approche aussi EPE. Donc, je vais plutôt vous parler des étapes que nous suivons ici pour le développement d'un projet EPE. Donc, au moment qu'on dépose une proposition pour AMC et que nous allons être sélectionnés pour l'implémentation du projet EPE dans les pays, par exemple les pays que Marie-Josée vous a expliqué avant, nous devons avoir une signature du contrat avec AMC. Et cet accord de contribution va pouvoir nous aider à développer un plan de mise en œuvre pour les projets. Par exemple, dans la plupart des projets, on parle de projets pour 5 ans. Alors, cet accord de contribution, ce qui nous donne comme permission, c'est préparer, élaborer cette plan d'implémentation. Et dans les premiers pas, il faut aussi préparer un plan de travail pour avoir une première mission terrain dans les pays où nous allons travailler. Donc, pour la préparation du plan de travail de la mission et pour la réalisation du plan de mise en œuvre, nous devons expliquer à AMC tous les processus de consultation que nous devons faire près du ministère, soit ministère d'éducation, bien sûr, mais dans la plupart des projets EPE, nous avons fait des consultations aussi avec le ministère du Travail, le ministère Femmes, le ministère Mines, énergétique. Donc, nous devons faire une consultation avec eux pour savoir vraiment quels sont les besoins du pays.
Et après ça, nous devons aussi développer quelques outils de la gestion axés sur les résultats. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous, comment je dis ça, vous connaissez tous la gestion axée sur les résultats, mais ANC, le gouvernement du Canada, nous demande d'implémenter les projets avec un accès sur les résultats. Alors, ça veut dire que nous devons développer des outils de gestion tels que les cadres logiques du projet. Nous devons aussi développer un cadre de mesure de rendement pour identifier des indicateurs qui va nous permettre d'évaluer le projet et voir que toutes les activités que nous allons réaliser dans les pays, nous allons les faire par résultat. Nous devons avoir des cibles. Par exemple, Marie-Josée parlait que la priorité maintenant pour le gouvernement du Canada sont les femmes. Alors, nous devons identifier des indicateurs qui doivent vraiment démontrer que nous faisons une différence auprès des femmes de ces pays-là où nous implémentons les projets. Et nous devons aussi développer des outils de la gestion des risques. Nous devons identifier avec ces processus de consultation avec les partenaires locaux, nous devons identifier quelques types de risques. Par exemple, nous parlons des risques opérationnels, nous parlons aussi des risques au niveau de développement, de réputation. Alors, nous devons avoir toute cette type d'informations dans ce plan pour qu'on puisse, après avoir l'approbation du gouvernement du Canada, et commencer à implémenter les projets. Alors, ça veut dire qu'avant que nous pouvons lancer des appels de proposition pour nos membres du SICAN, nous devons faire tout ce processus à l'avant pour pouvoir implémenter les projets. Et dans ce plan-là aussi, nous devons tenir compte de toute une gestion du projet. Alors, nous devons vraiment identifier les acteurs, les parties prenantes du projet. Disons, si nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation, mais nous allons aussi travailler avec les institutions de la formation technique sélectionnées pour le projet. Nous devons vraiment décrire les rôles et les responsabilités de chacune. Nous devons aussi avoir une structure technique qui nous permet de prendre des décisions. Par exemple, si c'est vraiment des décisions au niveau opérationnel, nous devons plutôt parler avec les gens des institutions techniques, des groupes techniques. Par exemple, si nous parlons du projet de l'Alliance du Pacifique, nous travaillons avec des groupes techniques de l'Alliance du Pacifique. Alors, ça c'est plutôt au niveau opérationnel, mais nous avons aussi un corps au niveau décisionnel qui nous guide aussi au niveau de toutes les décisions qu'il faut prendre au cours de l'implémentation du projet, parce que comme vous le savez, des fois, même si nous avons tout écrit dans notre plan d'implémentation, il va y avoir des choses où il faut faire des changements, il faut être peut-être plus flexible. Alors, le corps décisionnel va pouvoir nous guider aussi dans ce type de décision. Donc, ici, on parle par exemple de SICAN, Marie-Josée, dans le cas de nos projets EPE. Au niveau du gouvernement du Canada, nous comptons aussi avec l'appui d'un agent de développement, ainsi que tous les gens du ministère qui travaillent avec nous dans le pays. Donc, cette structure technique, il faut aussi la mettre dans ce plan. Et il faut tenir compte aussi tout au bout du projet. Et pour finir, nous devons aussi fournir au gouvernement du Canada un budget pour les 5 ans ou pour les 6 ou 7 ans de durée du projet. De là, va nous guider aussi au niveau des activités que nous devons faire par année. Et bien sûr, nous devons aussi spécifier dans ce budget-là l'importance des partenariats institutionnels de nos membres avec les institutions qui vont être sélectionnées par le ministère
pour que les collèges puissent aussi donner cet appui technique aux institutions techniques de nos pays où on va travailler. Donc, voilà pour le processus au sein du SICAN. Et la prochaine diapositive, ça comprend plutôt le processus pour le lancement des projets ou membres du SICAN. Donc, nous avons un petit diagramme où vous pouvez voir les étapes que nous devons prendre avant de faire un lancement des appels de proposition près de nos membres. Donc, comme je vous ai dit ici, dans la diapositive antérieure, il y a une analyse des besoins qui se fait au niveau des ministères, mais aussi qui se fait au niveau des institutions qui sont sélectionnées. Peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, c'est que les gouvernements, les ministères, sont vraiment eux qui choisissent les institutions techniques qui vont travailler dans les projets. Alors, après avoir sélectionné ces institutions, SICAN doit faire une analyse des besoins. Donc, nous devons développer des thèmes de référence. Dans ces thèmes de référence, nous devons faire un lien au niveau des besoins de l'assistance technique que ces institutions ont besoin, excusez-moi la redondance, ainsi que faire le lien avec tous les résultats que nous voulons obtenir à la fin du projet. Si vous vous rappelez, dans l'antérieur diapo, on avait parlé du cadre logique, on avait parlé du cadre de mesure de rendement. Alors, tout ce thème de référence doit nous guider à accomplir les objectifs que nous avons déjà mis dans ce cadre logique et dans les indicateurs. Lina, je peux me permettre seulement de préciser que quand un rôle qu'on a, c'est de s'assurer que ce que les partenaires demandent et ce que IMC veut aussi, la corrélation, correspond aussi aux compétences motrices de nos membres. Alors, on reste toujours, on s'assure, on se fait l'avocat du diable, s'assurer que on crée des termes de référence qui vont être accessibles, qui vont être intéressants et qui vont correspondre à ce que vous voulez faire à l'international. Oui, exactement. Merci, Marie-Josée. Et après ce développement des thèmes de référence, c'est là où, quand nous allons les avoir finis, après avoir consulté une deuxième fois les partenaires locaux, c'est là où nous allons faire le lancement près de nos collèges. Donc, il y a des documents qui nous développons au niveau des directives, par exemple, combien de partenariats il va y avoir au total pour les projets, combien de fois vous pouvez être les leads, par exemple, dans ces partenariats, les TDR qui vous donnent plutôt comme la masse, la matière, où vous pouvez développer après votre proposition. Donc, ce lancement des appels de proposition, ça prend un peu de temps aussi parce que, comme on a dit aussi, sont vraiment les partenaires locaux qui sont dans les driver seat, dans le siège du conducteur. Dans la siège du conducteur. Alors, il faut faire des consultations avec eux et ça va être vraiment eux qui va choisir les partenaires qui va implémenter ces projets pendant 12 ans, 3 ans, 4 ans de durée du projet. Puis on s'est aperçu que, parce qu'on l'a vécu, parfois on devait aller plus rapidement, les partenaires ont été moins impliqués. Quand c'est les partenaires qui font vraiment le développement, qui travaillent avec nous, on voit qu'une meilleure appropriation et le travail est plus facile après pour les collèges parce que c'est vraiment ce qu'ils ont demandé, puis vous travaillez, ils veulent vraiment participer, ils se donnent davantage.
exactement. Et c'est avec ces partenaires locaux, il faut choisir un coordonnateur, ça va être la personne qui va être plutôt à contact de SICAN pour l'instant, pour le processus de sélection. Alors, il faut faire toutes ces démarches-là avec les partenaires locaux. Il faut aussi leur préparer un peu avec les évaluations, les formulaires d'évaluation que SICAN a aussi pour ce processus de sélection, parce que une fois que les partenaires locaux vont choisir les collèges ou les consortiums de collèges canadiens qui vont travailler, nous demandons aussi d'avoir les justificatifs, les arguments de pourquoi les autres collèges canadiens qui ont aussi déposé une proposition pour le même partenariat n'ont pas été choisis. Donc, tout ce processus se fait aussi avec la SICAN et les partenaires locaux. Et c'est après la sélection des partenaires que nous faisons aussi au niveau administratif une lettre d'entente pour que les collèges ou les consortiums qui va être choisi doivent faire la première mission la première mission terrain pour aussi préparer leur plan de mise en œuvre avec leurs partenaires locaux. Alors, c'est là où SICAN arrête un peu avec les partenaires locaux parce qu'on donne toute l'autorisation et aussi toutes les, je ne veux pas dire les droits, mais on transfère la responsabilité, merci, au Collège canadien. Et c'est avec ça, bien sûr, que nous faisons des orientations au sein du SICAN. Nous avons commencé à faire des orientations pour préparer les collèges canadiens pour cette première mission de planification. Nous essayons de leur donner tous nos contacts que nous avons aussi au niveau terrain. Nous essayons aussi de faire dans cette orientation, nous donnons l'importance de que les collèges canadiens se mettent en contact pas seulement avec leurs partenaires locaux au niveau institutionnel, mais aussi d'avoir un contact avec nos partenaires au niveau national pour le ministère de l'Éducation, du Travail, ainsi que tous les contacts que nous avons pour les ambassades dans les pays. Alors, nous incentivons ça aussi au Collège canadien dans cette session d'orientation. Et bien sûr, après, nous allons aussi faire des orientations au niveau finance, au niveau manuel, rapport narratif, etc. Alors, j'arrête ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste pour un récapitulatif, longtemps, les projets étaient sélectionnés seulement par une proposition écrite. Avec les leçons apprises, on s'est aperçu qu'il fallait aller au-delà de ça. Alors, dans l'approche EPE, dans un premier temps, vous écrivez une proposition, il y a une première évaluation. Par la suite, il y a l'entrevue. Parce que ça arrivait qu'il y en a qui avaient des très belles propositions écrites, soit qui avaient engagé un consultant pour la faire. Alors, mais quand il arrivait la mise en œuvre, c'était pas pareil comme quand ça avait été écrit. Et la même chose, il y en a, puis je m'inclus là-dedans parce que ça fait 30 ans que je suis dans le milieu collégial. On n'est pas nécessairement des universitaires de doctorat qui aiment écrire. On est très factuel, on aime ça, get to the point, là. Alors, la rédaction, parfois, était moins forte des propositions qu'on reçoit, mais dans l'entrevue, c'est là qu'on voit la passion des gens. Ça, c'est très important. Les personnes que vous mettez, comment il faut les préparer lors de l'entrevue. Parce que, oui, il y a une partie de l'évaluation qui compte l'écrit, mais vraiment, la sélection finale se fait à l'entrevue. Alors, des gens qui ont l'expertise d'avoir qu'est-ce que vous dégagez, la confiance du contenu.
faut pas montrer qu'on est trop sûr de nous, mais fait qu'il faut avoir le bon dosage, puis j'espère que Philippe va pouvoir donner des petits trucs aussi, de ses petits trucs, parce qu'il est bon en entrevue. Et si tu me permets, Marie-Josée, sur ce Oui. point, j'ai un Oui. petit bémol par rapport aux entrevues en vidéoconférence. Oui, oui, ça, c'était l'autre point que je voulais parler. On a fait les premières, si tu te souviens, Philippe, les premières fois dans le premier programme EPE, c'était des entrevues, les gens venaient ici. Oui, oui. Ça va bien. Oui. Ça, on l'avait essayé. Les collèges payaient pour venir à l'entrevue, tout dépendant de la ville. Là, on avait eu des plaintes comme quoi que pour certains collèges, c'était pas juste, ça coûtait cher. Par la suite, on a décidé de faire continuer ces entrevues-là comme ça, mais de donner un petit fonds pour ceux qui venaient de l'extérieur. Ça a bien fonctionné. Ce qui arrive souvent, c'est le délai qui est court et c'est d'avoir les visas pour tout le monde. Alors, on a essayé, puis je sais que c'est pas la meilleure façon de faire. On le fait par Skype. Il y a certaines régions que ça allait mieux. C'est parce qu'il faut penser que quelqu'un du ministère, il y a beaucoup de gens à déplacer. Mais je te dis pas qu'on reviendra pas à ça. On y pense de plus en plus parce qu'il y a eu des failles au niveau des entrevues Skype. Il y a des avantages parce que maintenant, même on les enregistre, les entrevues, ce qui vous permet d'avoir copie de votre entrevue. Parce que des fois, on veut voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Fait que ça, c'était bon. Mais je repense à revenir aux entrevues. Je pense que si un collège décide de soumettre une proposition, il faut aller jusqu'au bout. Se déplacer pour une entrevue, c'est le prix à payer. Les Skype et autres, là, il y a beaucoup de contraintes technologiques et autres qui font en sorte que parfois on ne performe pas. La relation est toujours très chaleureuse lorsqu'on a en face de nous le partenaire. Là, on s'éclate vraiment au maximum. J'ai vu des dernières expériences avec Skype, on était pas mal limité, surtout parfois lorsqu'on a un problème de langue. C'est pas évident. Oui, alors, oui, parce que pour préciser, quand tu parles de langue, c'est que quand c'est avec l'Alliance du Pacifique, il faut que les entrevues se fassent en espagnol, parce que souvent, les partenaires ne parlent pas français ni anglais. Alors, seulement une précision. Oui, c'est dans ce sens-là. Bon, mais en tout cas, de préférence, les entrevues face à face, personnellement, je les trouve meilleures, quoi. Parfait. Ben, de toute façon, je pense bien qu'on va revenir vers ça, Philippe. Parce qu'on a essayé, c'est des essais-erreurs. Pour ceux qui seront là, tant mieux. Puis, justement, vos commentaires, votre rétroaction est importante aussi. S'il y en a qui ont vécu d'autres expériences, ça me fait plaisir d'écouter. Puis de voir à améliorer toujours le service qu'on offre. Parce qu'avant tout, si on existe, si on a ces programmes-là, c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes membre. Donc, c'est important qu'on soit sur la même page pour que vous soyez satisfaits. Malgré qu'on n'est pas sur le comité de sélection, on est présent comme observateur, mais on ne peut pas, on doit rester neutre dans la décision. Des fois, je peux vous dire que c'est difficile, on se mord les lèvres et on se tourne la langue, mais on ne peut pas être passé. C'est pas facile, je sais. Non, c'est pas facile. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y avait des questions jusqu'à maintenant? Parce que je sais que c'est beaucoup d'informations. Même après le Skype, s'il y en a qui veulent nous parler individuellement, il n'y a pas de souci.
Alors, pourquoi s'investir dans un projet EPE? Parce que je sais que on a mis cette diapo-là parce que souvent, surtout quand il y a un nouveau directeur général, on se fait poser la question à l'international, mais pourquoi on va vers des projets internationaux? Ça rapporte pas d'argent. C'est quoi la valeur ajoutée? Alors, on vous a mis vraiment des éléments qui peuvent vous aider à défendre le point. Tout d'abord, ben, ça soutient la stratégie d'internationalisation de nos collèges. Alors, de votre collège, si on regarde, oui, on a des étudiants étrangers. Au Québec, vous en avez peut-être un peu moins, malgré qu'il y en a de plus en plus. Les étudiants canadiens ou québécois qui vont à l'étranger, si on regarde pan-canadien, universitaire et collégial confondus, c'est moins de 5 %. Alors, ça, c'est un défi parce que de plus en plus, les compagnies sont internationales, sont globales, ils veulent avoir des gens ouverts sur le monde. Alors, comment on peut amener cet aspect-là dans nos programmes? Ben, la plupart, vous avez des stratégies d'internationalisation, mais on a vu que, puis je suis sûre que vous avez tous des exemples, un prof qui va pour la première fois en Afrique ou qui revient, sa façon d'enseigner à ses étudiants canadiens va changer complètement. Il va revenir les yeux brillants la plupart. Il y en a qui ont peut-être des mauvaises expériences, mais la plupart, ils sont emballés. Souvent, ils ont peur d'aller la première fois à l'international, mais quand ils sont là, quand ils reviennent, ils veulent tous en faire davantage. Alors, l'enseignant peut transmettre cette passion-là à ses étudiants. De plus, ben, c'est de recevoir des partenaires dans notre collège, c'est toujours bon. Alors, le deuxième point, ben, c'est au niveau des enseignants, le personnel, les étudiants qui acquièrent une expérience. Puis là, pour votre information, dans les nouveaux programmes qu'on développe, on essaie de remettre la composante pour les vieux de la vieille comme Philippe. La composante des étudiants canadiens, comment on peut intégrer dans nos programmes, on peut mettre des stages d'étudiants canadiens. Super. Alors, j'espère que ça va passer. Il y avait une ouverture, mais on va voir quand on va avoir les nouveaux programmes. C'est sûr que c'est toujours l'exportation du savoir, du savoir-faire. C'est sûr que si vous avez un projet EPE, on ne fait pas d'argent avec les projets EPE, mais ça vous donne un pied dans le pays, ça vous donne une expertise, puis la chance de vous déplacer, si on prend encore l'exemple du Sénégal, mais vous avez un EPE au Sénégal, mais vous pouvez en même temps, la personne qui est là puis qui est en mission quasiment au même temps que le Salon Édu-Canada peut aller faire le Salon Édu-Canada, faire du recrutement en même temps ou même se faire connaître par les autres bailleurs de fonds puis avoir d'autres projets. Philippe va pouvoir donner des exemples. Philippe a des projets maintenant, pas seulement dans les EPE, il continue malgré qu'il y a des projets directement avec les pays ou avec les banques. Donc, c'est pour diversifier. D'un sens, ça vous permet d'avoir un ancrage dans le pays, de vous faire connaître, de développer votre expertise au niveau des projets de coopération, de développement, en ayant très peu de risques, parce que c'est pas des projets à risque. Alors, il y avait aussi le perfectionnement là, dans les deux sens, puis s'ouvrir sur le monde, puis d'avoir des nouveaux partenariats. Parce que aussi, quand on décide de travailler dans un pays, c'est avec une vision à long terme. Je vais vous donner un exemple concret. Le Brésil, on a fait longtemps des projets avec l'ACDI à l'époque. Mais dont un projet qui était très, très populaire, des 1000 femmes, mais quand le gouvernement du Canada a dit, ben, le Brésil est arrivé, a gradué, est diplômé, il peut plus faire partie de l'aide publique au développement,
Il est assez autonome. Donc, c'est eux qui sont venus nous chercher. Après, on a reçu plus de 800 étudiants payés par le Brésil. Les relations ont continué. On a accueilli des professeurs qui sont venus apprendre comment faire des centres de recherche appliqués. Et on a encore des relations. Alors, il faut vraiment voir, est-ce qu'avec ce pays-là, on a des affinités? Est-ce qu'on veut avoir une relation à long terme? Bien, pour vous, quand vous faites vos sélections, c'est important. Est-ce que je veux investir est-ce que si je m'en vais au Mozambique, est-ce que je suis prête à avoir du personnel, investir que mon personnel apprenne le portugais? Ou j'ai-tu les compétences à l'interne pour le portugais ou pour l'espagnol? C'est quoi nos compétences, nos programmes spécialisés, nos compétences motrices qu'est-ce qui fait que je suis différent comme collège? C'est quoi que je peux me distinguer par rapport aux autres? Mon personnel, est-ce que j'ai fait une étude à savoir qui parler quelle langue, est-ce qu'il y a un intérêt ou une expérience dans certains pays? Alors, ça va vous aider aussi à guider où vous voulez aller. Donc, c'est un peu ce que je présente ici, comment les étapes avant de s'engager formellement. Alors, c'est de faire un diagnostic à l'interne. Vous allez être surpris si vous faites le tour même de vos enseignants, ceux qui ont déjà fait de la coopération, ceux qui ont une expertise en espagnol, en portugais. Donc, c'est important de faire ce diagnostic-là. Comme je mentionnais, les compétences motrices, si on parle de Limoilou, mais Limoilou, il y a la géométrie qui est très spécialisée. C'est sûr que c'est bon de ne pas juste focuser sur un programme, mais en avoir quelques-uns selon les tendances du gouvernement. Aussi, comme j'expliquais, c'était quelques années mine et le pétrole, puis tous ces programmes-là. Là, c'est les femmes. Donc, c'est bon d'avoir 2-3 chapeaux pour pouvoir s'ajuster selon les tendances. Les régions du monde où vous voulez travailler, il y en a qui disent, ben moi, c'est juste en Afrique, c'est juste les pays francophones. Il y en a qui disent, ben nous, on veut investir, mais on veut vraiment aller plus l'Amérique latine, c'est ça qui nous intéresse. Il faut aller chercher l'engagement de la direction. Fait que quand vous avez des EPE, même, il y en a qui me disent, ben, j'ai un nouveau directeur général, il est pas sûr. Je les encourage toujours à les inviter à venir sur le terrain. Souvent, ça change complètement leur perception. Fait que c'est bon de prévoir dans votre petit budget, là, une visite de votre DG, de votre DE, de ceux que vous sentez qui sont un petit peu plus réticents. Puis en même temps, ça les fait participer, puis ça permet de comprendre qu'est-ce que vous faites. Parce qu'au début, ceux qui ne savent pas ce qu'on fait, ils pensent qu'on s'en va en vacances. C'est pas tout à fait le cas. On fait beaucoup plus d'heures sur le terrain. Mais c'est la passion qui sort, puis c'est très agréable. Voir aussi, on encourage de plus en plus à être partenaire avec d'autres collèges, que ce soit, puis de sortir, penser à l'extérieur de la boîte. Alors, ça peut être si vous allez comme en Amérique latine, ça peut être avec des collèges anglophones, de d'autres provinces diversifiées, mais trouver comme le match. On essaie d'avoir le match entre le partenaire Outre-mer et nous, mais il faut avoir aussi un bon fit entre les collèges canadiens. Puis développer des champions à l'interne pour la préparation et la mise en œuvre des projets. Alors, c'est sûr que ça repose en partie sur une personne, mais il faut que vous soyez bien entouré puis qu'il y ait un engagement de plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Juste un petit commentaire, Marie-Josée, tu as dit tout ce que j'avais à dire. Oh non! Non, ça va, ça va. Ce que je vais dire, c'est ce que j'ai fait, en fait. OK, ben c'est ça, 2 vieux de la vieille. Ouais. C'est bon.
Alors, Lina, tu vas juste peut-être parler des étapes avant de s'engager formellement, le cadre de décision. C'est un peu un guide, hein? Oui, c'est un peu un guide et je pense que Marie-Josée vous a déjà expliqué avec des exemples ce qu'il faut faire avant de vraiment décider si vous allez préparer ou non une proposition pour travailler dans un projet EPE. Alors, comme Marie-Josée a dit, et moi je ne veux pas non plus à répéter, je vous laisse aussi la parole à Philippe, mais c'est vraiment l'ajustement stratégique dans votre institution, comme Marie-Josée vous a dit aussi, quelle est la valeur ajoutée pour cette proposition. Trouver vos forces à l'intérieur de votre institution, toutes l'information aussi au niveau des partenaires. Si vous pensez peut-être que ça va être bien de se faire des partenariats avec les autres collèges, moi, personnellement, je vois ça dans l'Alliance du Pacifique et on est en train de voir que ça marche très bien pour les missions de planification avec les partenaires locaux. Ils sont très intéressés à avoir des expériences, pas juste d'une institution, mais de trois, par exemple, dans le cas de quelques partenariats institutionnels que nous avons dans l'Alliance du Pacifique. Alors, je vous invite aussi à parler avec SICAN si vous pensez que peut-être vous êtes intéressé aussi à trouver un partenaire, mais que vous ne connaissez pas trop les forces des autres collèges. Alors, c'est ça qu'on fait ici à SICAN aussi. On vous guide, on vous aide, on fait des appels téléphoniques avec les autres membres. Alors, SICAN est là pour vous aider. Et pour finir, vraiment, juste avoir une évaluation des risques. Par exemple, l'engagement au niveau des acteurs à l'interne. Voir vraiment si vous avez des experts qui vont être là au durée du projet, par exemple. Et avoir la capacité de travailler en espagnol. Si je reviens aussi à l'Alliance du Pacifique, il faut voir ou évaluer tout ce type de risques. Même chose, savoir au niveau culturel, au niveau des politiques, quel risque politique si vous allez travailler dans ces pays-là, il faut faire cette évaluation avant de vraiment s'engager et élaborer une proposition. Oui, oui. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Réactionner la proposition si vous y allez. Donc, pensez à votre institution, la gestion par résultat que j'ai parlé aussi au début. Vraiment, la connaître. Nous, SICAN, on essaye aussi de faire des orientations, des sessions d'orientation pour la gestion axée sur les résultats. On vous explique la façon comment on a développé notre cadre logique, notre cadre de mesure de rendement et la façon comment vous allez contribuer aussi à ces résultats-là. Et pour finir, je pense que c'est aussi une petite résumé de ce que nous avons déjà parlé. Donc, au moment que vous êtes sélectionné, il y a une équipe à SICAN qui est toujours là pour vous aider. Normalement, il y a un agent principal de projet ou 12 agents de projet dans le cas de l'Alliance du Pacifique à Ottawa, au Canada. Nous avons aussi un coordinateur régional, le conseiller technique senior. Oui, un conseiller technique senior ou terrain. Il y a aussi une équipe terrain qui va pouvoir vous appuyer si vous allez, par exemple, faire votre première mission. L'équipe terrain va être là pour vous aider, pour vous guider. Au début, on aide même avec les logistiques pour ces missions. Alors, si quelqu'un va être toujours là pour vous appuyer dans l'implémentation de vos projets. Même chose pour la rédaction des rapports. Comme vous le savez, nous devons faire, Philippe le connaît très bien, nous devons aussi faire des rapports pour notre gouvernement du Canada. Et bien sûr, nous avons besoin de vous et de toutes les activités que vous êtes en train de
réaliser dans les terrains. Et bien sûr, nous voulons atteindre aussi les défis que vous avez, si vous avez des défis, et toutes les activités que vous faites aussi au niveau terrain. Alors, normalement, on demande ça dans notre manuel. Il y a un plan de travail annuel que nous demandons aux partenaires au Collège canadien pour nous fournir. Et même chose, nous demandons aussi des rapports narratifs semestriels, annuels et bien sûr des rapports financiers. On leur fera pas peur. Non. Alors, Philippe, on te laisse la parole. Merci Marie-Josée, merci Lina et bonjour à tous ceux qui participent. On a la belle photo de Philippe en plus. Ah ben oui, je vois ça, j'ai découvert ça hier. Merci pour cette belle photo. Bon, ben alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai pas lu les noms ou bien j'ai pas vu les images des personnes présentes. Moi, c'est Philippe Lupec. Je suis le directeur de la coopération internationale au Cégep de Trois-Rivières. Bon, avant, je vais vous parler vraiment de l'expérience du Cégep de Trois-Rivières à travers nos activités que je dirige. Moi-même, je suis de formation technique, donc ingénieur en mécanique et puis en génie industriel. Et ça m'a permis d'avoir une vision assez variée du contexte technique dans les activités que nous faisons. C'était, je me dis, j'ai été privilégié de tomber là-dedans avec les projets EPE. D'abord, mon expérience internationale, c'est depuis les années 2000. Le Cégep avait le PRIMTAF. Marie-Josée, tu te rappelles possiblement, PRIMTAF, Oui. PRIMTAF. Oui. Donc, j'ai fait le Maroc à assister l'ETS de Fès dans l'implantation d'un laboratoire en réfrigération climatisation. Après ça, j'ai fait pendant presque 3 ans des missions en Mauritanie pour implanter le programme de réfrigération dans un lycée. Alors ça m'a donné des outils de base pour le poste que j'ai obtenu depuis 2006 ici, parce qu'avant, j'étais enseignant, coordonnateur du département de mécanique du bâtiment. Bon, alors, les projets EPE, comme Marie-Josée l'a si bien dit, pour moi, j'ai commencé ici au Cégep avec les PPCC. Et les PPCC n'avaient pas beaucoup de caractère technique, physique. C'était beaucoup plus social. Si je ne me trompe pas, Marie-Josée, tu me diras. Et pour le Cégep de Trois-Rivières, on avait un projet au Sénégal. C'était vraiment au niveau de technique de travail social. Mais déjà en 2007-2008, on nous annonçait EPE. EPE, c'était un projet c'est vraiment technique, physique. On parle de mécanique, on parle de géomatique, on parle de génie civil, on parle de mines et autres. Alors, de façon stratégique, c'est comme ça que j'ai commencé à analyser l'environnement sénégalais, à voir 2 ans avant quels sont les projets possibles qui pourraient être au Sénégal. Donc, c'était dans le technique. Et Marie-Josée, tu te rappelleras, lorsque les projets EPE sont sortis, le Cégep de Trois-Rivières a eu la chance ou le privilège d'avoir 2 projets. Un à Kaolack et un autre au CNQP. Et c'était une bataille très difficile parce que personne à l'époque croyait que le Cégep de Trois-Rivières pouvait réussir ces 2 projets dans un contexte très difficile. Très, très difficile. Bon. J'ai eu des discussions avec Marie-Josée presque pendant 1 heure de temps parce qu'elle voulait s'assurer que le Cégep de Trois-Rivières a la capacité de réaliser ces projets. C'était nouveau parce qu'avant, chaque Cégep ou chaque institution n'avait droit qu'à un seul projet. Mais exceptionnellement, Trois-Rivières en avait eu 2. Un en réfrigération, climatisation, mon domaine. Et l'autre projet au CNQP, c'était la maintenance
c'était la fabrication mécanique et c'était l'informatique industrielle, voyez-vous. Donc, il fallait travailler très fort. Et au début, Marie-Josée l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on se lance dans un projet de coopération internationale, soyons certains que notre direction est derrière nous. Première étape. Moi, j'ai eu la chance d'être membre du comité de rédaction du plan stratégique du Cégep en 2000. Et j'ai travaillé fort pour que dans ce plan stratégique apparaisse l'orientation qui était Cégep de Trois-Rivières, ouverture sur le monde, ouvert sur le monde, pardon. Donc, c'est quelque chose qui était déjà dans le plan stratégique, il fallait l'appliquer. Donc là, c'était au champ de bataille, je disais, ça permet à tous mes directeurs, à l'heure actuelle, j'en ai connu 3 depuis 2006, qui ont toujours, je les ai toujours amenés avec moi au moins une fois dans les missions de coopération. Et ça fait toute une différence. Donc, rassurons-nous pour ceux qui veulent commencer l'international que le Cégep, l'institution est derrière, nous supporte. Deuxième chose, le support de nos départements, nos enseignants, nos collègues. On peut avoir un beau projet, mais si on n'a pas de ressources qui vont réaliser ce projet, ça ne vaut pas la peine. Donc, rapprochons-nous étroitement auprès de nos départements, de nos collègues qui sont dans le métier. Aussi, la connaissance du milieu ou dans le pays dans lequel nous voulons travailler. Je donne l'exemple en Afrique. Moi, je suis d'origine africaine, camerounaise, mais la culture au Cameroun, c'est pas comme au Sénégal, c'est pas comme à Côte d'Ivoire. Il y a des non-dits qu'il faut bien comprendre très facilement. Donc ça aussi, ça aide. En Amérique latine, où nous avons des ressources ici qui ont vécu pendant plusieurs années en Amérique latine. Donc, ils me donnent des informations comment aborder ou côtoyer le monde. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, c'est des préalables pour se lancer à l'international. Avoir vraiment le support de la direction, le support des départements et des enseignants et la connaissance. Et quand je parle des enseignants, vraiment, les gens qu'on envoie en mission, ils doivent vraiment être des experts. Parce que de l'autre côté, même si techniquement, il manque souvent la dextérité dans le savoir-faire, la connaissance est là. Donc, on n'envoie pas en mission des gens qui sont débutants. Essayons d'aller chercher des gens d'expérience, c'est très important. Et lorsqu'on se propose à soumettre, à déposer une proposition à SICAN, c'est ça, je dis, bon, les ressources, les partenaires dans le réseau, très important. Le Cégep de Trois-Rivières a des partenaires dans le réseau québécois. Donc, je peux citer Marie-Victorin, on travaille, Édouard Bonpetit, on travaille, à Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant, on travaille. Même à l'extérieur du réseau, on est maintenant avec Marine Institute, Niagara College. Ça, c'est un cercle d'amis qu'il faut avoir parce que on peut, même si on n'est pas maître d'œuvre, on peut participer pour une fraction, pour une phase du projet, et ce qui nous donne au moins une visibilité, une présence à l'international. Donc, se bâtir un réseau d'amis ou de partenaires locaux, ça, c'est aussi très important. Lorsque nous soumettons un projet, c'est bien de se préparer pour les entrevues. Il y a des entrevues présentielles. Avant, on allait je pense, on a fait des entrevues à Toronto, on a fait à Montréal, on se déplaçait. Depuis quelques années, c'est par vidéoconférence, Skype,
Je viens d'en parler tout à l'heure. C'est pas une formule. Bon, on peut gagner. On en a eu quand même des projets avec ça. Mais l'idéal vraiment, serait d'avoir les partenaires en face et se libérer, hein, et s'éclater, montrer vraiment ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a fait et ce qu'on est capable de faire. Je me rappelle par expérience au Pérou, on était deuxième, mais à l'entrevue, on a fait toute une différence. La même chose, le premier, je pense, le premier groupe bolivien, ça a été le cas. Donc, les entrevues, quand on les fait sur place ici, c'est encore une meilleure formule d'après moi. Donc, supposons, en tout cas, on a le projet. On vous appelle, SICAN vous appelle, dit, bon, vous avez le projet. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est là où, je peux dire, les notions de gestion de projet apparaissent là. Les notions de planification. Très important d'avoir ces 4 questions. Toujours savoir, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Bien définir son projet. Et ça, la mission de mise en œuvre, plan de mise en œuvre, la première mission, il faut le faire. Il faut prendre le temps de bien savoir vraiment ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est demandé? Quelles sont les demandes du partenaire? Les termes de référence disent quoi? Les livrables, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, c'est la première question à laquelle on va répondre. C'est le quoi. Et après ça, on se pose la question, mais comment on va le faire? Alors, Lina a parlé tantôt des échéanciers. Souvent, ça peut s'étaler sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, essayer de décortiquer, de faire un ordonnancement de nos activités de façon logique, en tenant compte de toutes les contraintes qui s'imposent. Et après ça, la prochaine question, c'est qui? Vous avez des ressources ici. Est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles sont compétentes? Si on ne les a pas ici, où est-ce qu'on peut les prendre? Où est-ce qu'on peut les prendre? Et ça nous amène à définir le temps. Alors ça, c'est toutes des choses que nous avons développées, nous faisons ici pour nous faciliter la réalisation de nos activités. Et c'est une étape extrêmement importante de mettre l'effort au niveau de la planification. Et à la réalisation, on a moins de surprises. Lorsqu'on met plus d'efforts à la planification, on a moins de surprises à la réalisation. Donc, étape très, très, très importante. Et un conseil à vous donner, en fait, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, lorsque vous faites votre plan de mise en œuvre, dites-vous que ce plan n'est pas statique, il bouge constamment en fonction des besoins même du partenaire. N'oublions pas, nous avons un partenaire qui a un apport dans le projet. Il faut considérer ça. Et les besoins du partenaire changent constamment. La flexibilité est très importante. Flexibilité et adaptabilité. Hein? Adaptabilité, c'est très, très important. C'est pas parce qu'on a fixé un objectif X aujourd'hui que demain, ça ne peut pas changer. J'ai assisté à certaines discussions où les partenaires, non, vous êtes des gestionnaires de projets. Hein? SICAN a besoin de résultats, mais peut-être le changement que vous avez apporté, c'est ce que le partenaire veut. C'est ça qui est prioritaire pour lui. Donc, il faut respecter le partenaire. C'est très, très important. Donc, les objectifs initiaux peuvent être peut-être 50%, 60% différents à la fin. OK? Donc, il faut amener le partenaire à chercher des solutions avec vous. Vous allez là, oui, vous êtes des experts, mais les autres aussi sont des experts dans leur milieu. Donc, l'union de vos expertises fait de l'enrichissement des deux côtés. Marie-Josée l'a dit, quand mes professeurs reviennent ici, ils sont tout excités, ils sont prêts
parce qu'eux aussi découvrent d'autres choses lorsqu'ils sont là-bas. Le partenaire, il est très content, il est très reconnaissant, il voit l'apport. Mais si vous restez rigide, hop, ça peut créer quelques problèmes. OK? Le désintéressement qui va apparaître tout d'un coup, l'absentéisme, des fois, lorsque vous n'êtes pas là, personne ne fait quoi que ce soit. Ça ne bouge pas. Donc, soyez flexible, soyez à l'écoute du partenaire. Même au niveau du budget, s'il vous plaît. Le budget, là, il bouge. Hein? On a présenté un budget, paf, à l'autant qu'on ne dépasse pas le montant alloué. Essayez de jouer dans le budget pour les résultats attendus. Très important. Autre chose, vous serez confronté, vous savez, l'APC. On ne peut pas faire l'APC sans manipulation. Les budgets EPE sont souvent très limités. On va écrire le programme, il va rester sur les tables. Non, mais c'est pas ça le but. Il faut aller jusqu'au bout. Là, je vous encourage fortement qu'avec vos collègues, prenez l'initiative de concevoir même des modules. Projet EPE, c'est un projet très technique, c'est pas social. Donc, des modules didactiques, travaillez avec vos collègues à concevoir des petits modules qui, au départ, n'existent pas chez le partenaire. Mais si vous travaillez avec lui à développer des modules didactiques, mais vous allez voir la différence. Ce n'était pas déjà dans leur mentalité. Une petite vis qui manque, on attend. Un petit boulon qui manque, on attend. Pourtant, on a des machines qui peuvent fabriquer ces petites pièces-là. Donc, moi, ici à Trois-Rivières, ce qu'on a fait, ça c'est important que je vous le souligne. Bon, comme je disais, peut-être que ma formation m'a aidé. Avec mes collègues, nous avons conçu des modules, acheté des pièces. On a conçu des modules. On a transporté des morceaux. On a été installé. Pour 10 000 $, c'est des modules qui auraient coûté peut-être 30, 40 000. Alors, ça fait des économies. Mais quelle expérience! Il y a des dons d'équipement que nous avons fournis. Moi, ici, je cours à travers le département. Qu'est-ce que vous avez à sortir d'ici, que ce soit les ordinateurs, les automates, les petits modules. On en a donné à Kaolack pas mal. On a équipé le Kaolack. On a équipé le CNQP avant que le budget ne soit là. On a équipé au Pérou, en Bolivie. Ça fait toute une différence. Tantôt, Marie-Josée parlait, ou Lina parlait du temps qu'on met dans ces projets. S'il vous plaît, ne comptez pas les heures. Les gens qui partent en mission ne devraient pas, en fait, dire, bon, mais, en tout cas, ils ne mourront pas. Mais quelqu'un qui fait 8 heures par jour, 10 heures par jour, ben, nous, à l'international, c'est habituel, avec le décalage horaire aussi. Hein. Donc, ça, c'est des éléments très importants. Les gens vous voient impliqués dans la réalisation du projet. Les gens vous voient, vous êtes là à 18 heures, vous êtes encore. Moi, personnellement, j'ai été dans les ateliers à 22 heures, 23 heures, parce que je voulais absolument que mes appareils fonctionnent. Et ça, c'est avec les étudiants aussi, hein, les professeurs. En même temps, ils apprennent. Hein. Quand ils sont avec moi dans les ateliers, ils apprennent. OK? Alors, c'était notre façon de faire pour atteindre nos objectifs. Autre chose, parfois, on n'a pas des ressources plus expérimentées, ils n'ont jamais fait. S'il vous plaît, n'envoyez pas des gens qui n'ont jamais été en mission seuls à mission, qui n'ont jamais voyagé, quoi, qui n'ont jamais fait de mission. Faites tout et tout pour les accompagner. Au moins, c'est rassurant. OK? Ne serait-ce que les premiers jours, tu vas avec lui, tu lui montres les coins, le plus banal, même les restaurants où manger et quoi manger avant de le laisser seul.
OK? Donc, ça, c'est important. Les projets EPE, on l'a dit, c'est pas des projets qui sont rentables pour le collège, mais c'est beaucoup plus, il y a une très grande valeur ajoutée à ça. Ma présence, en fait, dans EPE m'a permis de développer beaucoup d'autres projets en ce moment-ci. On a des projets spéciaux, je parle au Cameroun. Je travaille sur la conception de 7 centres de formation professionnelle. C'est quand même un gros morceau. Okay? En Côte d'Ivoire, nous sommes dans la réalisation de 7 centres de formation, 5 lycées professionnels. Mais pourquoi? C'est grâce à EPE aussi en partie. Parce que quand je fais mes missions EPE, je profite pour faire un saut en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, au Gabon, étant dans la région. Ça coûte moins cher à faire un saut par-ci, par-là. Mais on ne peut pas aller dans ces pays si on ne connaît personne. C'est pour ça qu'il faut développer des relations. Pas seulement personnelles, des relations pas seulement professionnelles, des relations personnelles, même avec nos partenaires. Des petits exemples qui ne présentent peut-être pas beaucoup d'importance, mais développer des relations amicales avec nos partenaires, ça aide beaucoup. Les partenaires aiment voir des gens proches d'eux. Je parle du Pérou, par exemple, en fait, de tous les partenaires. On n'hésite pas à aller les voir chez eux, à faire des activités avec eux autres, à passer du temps avec eux, à essayer de comprendre leur langue, à jouer avec eux. Ça, c'est du rapprochement très important. Si vous allez en mission, vous faites l'expatrié, vous pourrez être expatrié très longtemps. Et ça peut même engendrer le mépris à la longue. Donc, notre attitude, notre engagement, c'est le même qu'on demande à nos partenaires. Quand je vais dans les missions, dès la première mission d'ailleurs, j'insiste à l'engagement. On s'engage à réaliser les objectifs qu'on se fixe ensemble. Alors ça, c'est très important. Alors, la présence à l'international, à date, c'est des prix, hein. On a des prix d'excellence de SICAN, c'est tout simplement la reconnaissance du travail fait. Les partenaires qui nous donnent des prix de reconnaissance au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est du travail qu'on a fait. Et les gens vont toujours se rappeler de vous. Voici ce qu'on avait au départ, voici ce qu'on a aujourd'hui. Et on m'a dit une fois au Sénégal, à force de travailler avec les Canadiens, hein, on apprend. Avec les Européens, on s'enrichit. Le langage que je tiens souvent avec mes partenaires, c'est du long terme. C'est que, c'est contrairement aux Européens qui amènent des sous, l'argent, les gens viennent aux activités, on les paye. Mais ils ne retiennent vraiment pas ce qu'on leur dit. C'est le per diem qui les intéresse. Avec les Canadiens, nous, mettons l'accent sur le savoir-faire. On change les mentalités, on fait changer les façons de faire. Et aujourd'hui, par notre expérience, nos partenaires sont devenus des experts. Ils gagnent beaucoup plus d'argent que s'ils avaient eu seulement les per diem. Philippe, oui. Ils disent souvent que c'est d'un sens, on fait pas pour eux comme certaines coopérations, mais on les accompagne, hein? C'est ça? Voilà.
Voilà. Et je te dis, Marie-Josée, j'ai des gens maintenant au Sénégal qui viennent faire des projets en Côte d'Ivoire avec moi. Souleymane Touré, je viens de l'inviter pour une formation à donner en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est un partenaire qu'on a formé. Aujourd'hui, il devient un partenaire pour nous. Et je suis en train de chercher, de faire des missions, d'organiser des missions des Camerounais au CNQ, non, à Kaolack, et des Ivoiriens au CNQP. Le travail qu'on a fait au CNQP, hein, aujourd'hui, j'ai pas peur d'organiser une mission de Burkinabé, des Sénégalais, pour qu'ils viennent voir la technologie qui est au CNQP. Et ça, c'est le travail du Cégep de Trois-Rivières. OK? Les dons d'équipements qu'on a donnés, les équipements qui ont été achetés par SICAN, on a optimisé, on a organisé les ateliers. Aujourd'hui, ils sont des champions. Donc, cette expérience-là, on va le capitaliser. J'ai des professeurs ici, en ce moment, qui ne veulent pas aller en Côte d'Ivoire parce qu'au Burkina Faso, il y a des attentats. Mais je pense déjà à faire partir les Sénégalais. Si mes collègues ont peur d'y aller, on a parlé de la gestion des risques, mais ce que je vais faire, je vais prendre mes collègues sénégalais. Mais si on n'avait pas travaillé avec eux autres de façon professionnelle, amicale, on n'aurait jamais eu cette coopération. Donc, EPE nous a apporté vraiment de la visibilité. Hein, au Sénégal, dans plusieurs milieux, quand on parle de Cégep de Trois-Rivières, les gens savent c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que le Cégep a fait. 3 projets au Sénégal, CNQP, Kaolack et Diourbel. C'est pas rien. La réputation est là et les gens apprécient notre partenariat. Ça nous permet aussi de faire la promotion. On a parlé du recrutement tout à l'heure. J'ai des enfants qui viennent de nos partenaires et de bouche à oreille, aller à Trois-Rivières. Ça nous aide à recruter. Mais quand je commençais ici en 2006, on avait, je pense, 1 ou 2 étudiants africains ou internationaux. Maintenant, on a une centaine. Ça progresse. OK? Et ça, c'est de l'expertise personnelle, moi qui parle. C'est une expérience très enrichissante. Je suis en train d'écrire des propositions en quelques jours en ce moment-ci, pas dans le cadre de l'EPE, mais avec les financements des bailleurs de fonds internationaux que je n'aurais jamais fait il y a quelques années maintenant. Regardez, je suis venu de mission, j'ai commencé, je pense, étant à Paris en mission, en escale. Là, je l'ai donné, ma proposition est presque faite là. Et là, on est en train de la relire. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'en faire plusieurs. Alors, Philippe, ça t'a donné une discipline puis une méthode de travail parce que c'est quand même assez encadré, le PE. Fait que si je comprends bien, ça t'a permis de pouvoir avoir cette discipline-là puis de pouvoir la transférer dans d'autres expériences, c'est ça? Absolument, absolument. C'est la gestion de projet. On gère un projet de quelle façon, dans quel contexte, avec quelles contraintes, ainsi de suite. Alors, tous les projets sont uniques, on peut le dire, même si on peut répéter, mais il y a des paramètres qui changent. Il faut savoir s'adapter. Mais c'est une expertise assez, très intéressante, en tout cas, je vois. Et comme je dis, il y a les règles de EPE, de AMC qui sont rigides, mais n'ayons pas peur, soyons créatifs, et, imaginatifs, proposons des choses. Moi, combien de fois, Marie-Josée, on a eu à discuter? OK, voici ce que je vois sur le terrain, alors voici ce que je propose. Et SICAN a toujours
a toujours encouragé nos initiatives, hein, parce que le résultat a toujours été là. Je me rappelle l'année passée en Bolivie, non, au Pérou. Dernière minute, il me manque un morceau. Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé Lina. Oh, ça me prend un équipement, il manque quelque chose. Ben, en 3 semaines, on a reviré de bord, on est parti livrer l'équipement. Tout le monde était heureux. Ah, c'est ça. Il faut pas attendre tout le temps, tout le temps. Oui. Merci, Philippe, pour ton témoignage. Je pense que tu es un bel exemple de réussite dans le réseau. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé avec nos collègues ce matin. Merci, Marie-Josée. Il nous reste à peine 5 minutes. Je voudrais juste, il y avait 2 diapos supplémentaires, mais comme ça a déjà été touché, on va passer par-dessus. Je voulais peut-être en profiter parce que vous avez été patient ce matin, vous annoncez une bonne nouvelle. Hier, on a eu le contrat signé pour la Tunisie, donc sous peu, on va avoir un nouveau projet. C'est pas un gros programme EPE, c'est 5,8 millions, mais on va pouvoir retourner travailler en Tunisie. Alors, nous, on a notre travail à faire. J'imagine à l'automne, il va y avoir des appels qui vont sortir pour ce nouveau pays-là, ce nouveau EPE. Alors, vous avez même l'information en primaire avant même les partenaires. Alors, mais c'est bien ça. C'est dans quel domaine, Marie-Josée? Il va y avoir plusieurs secteurs. Ça va être dans le plan de mise en œuvre que ça va être plus défini. Nous aussi, on a notre plan de mise en œuvre à faire. Ah, OK. Bon. Alors, c'est sûr que les femmes et les femmes seront dans l'honneur. OK. Donc, puis, Sénégal, on a déposé un autre programme quand même de 18 millions. Pour projet sur les femmes au niveau de la reconnaissance des acquis. On attend des nouvelles. Vous savez, quand on dépose, ça prend normalement, quand on est chanceux, ça prend 1 an avec le processus, avant qu'on arrive à avoir l'entente signée avec Affaires mondiales. Mais c'est quand même pour vous donner espoir qu'il y a d'autres de belles choses qui s'en viennent au niveau francophone. Je ne sais pas si on a peut-être 2 minutes, s'il y a des questions. Si vous préférez, comme je vous disais, nous parler, vous avez nos courriels où on peut se parler par téléphone. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes aussi dans le réseau. Au besoin, on peut se déplacer, aller vous rencontrer, prendre le temps. On est là à votre service. Oui, je peux témoigner. Marie-Josée m'a reçu lorsque j'ai été nommé ici. Je suis parti à Ottawa. Donc, ça m'a permis de me familiariser rapidement avec le réseau CICAN. À l'époque, c'était l'ACCC. Oui. Bon, moi, je dois quitter aussi, Marie-Josée. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. Merci à tous. Il n'y a pas de questions, non? Aucune question? Non, c'est bien. C'était soit que c'était vraiment pas intéressant ou que c'était très clair. Très bien présenté. C'est ça. Alors, je vous invite quand même, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Assurez-vous d'être sur les listes internationales puis de recevoir les appels et les nouveautés. Merci beaucoup. Okay. Bonne fin de journée. Bye-bye. Bye. Catherine Brodeur vous dit merci beaucoup. Et Marie-Claire, elle dit merci et bonne journée.